va me faciliter la liaison avec le deuxième bloc de nos questions, si vous le voulez bien, qui vont être un ensemble de questions sur quelle réponse de l'Union européenne à la crise économique. Et ici, je vais passer la balle à Estelle qui va nous refaire le même type d'exercice avec des petits blocs de 2 questions. On est très bien dans notre timing. Vas-y Estelle. Micro, Estelle. C'est bon. Alors, on commence avec une question de Christelle de la Mayenne. Comment s'engage la bataille entre les États membres et la Commission européenne sur le mode de déploiement des Corona Bonds? Et ensuite, une question d'Élodie du Maine-et-Loire. Quel pourrait être l'impact de la crise sanitaire sur la programmation 2021-2027, notamment en matière d'éducation et de formation et sur les fonds structurels? Et donc, évidemment, invitation de votre part à nous dire ce que c'est que les Corona Bonds, qui ne sont pas forcément dans le vocabulaire quotidien. J'allais commencer par ça, effectivement. Alors, on a adopté une résolution au Parlement européen au cours de laquelle on a beaucoup discuté des modalités de l'émission de dette commune, de ce que ça pouvait, de l'objectif, des modalités, etc. Et puis, parallèlement, il y a une discussion, et c'est celle-ci qui a été la plus reprise dans la presse. Il y a une discussion au sein de l'Eurogroupe, entre les ministres des Finances des États membres et puis entre les chefs d'État et de gouvernement. Et de ces discussions entre les chefs d'État et de gouvernement et l'Eurogroupe, on a retenu beaucoup de crispation, beaucoup de tension, beaucoup d'irrationnel, là où au contraire il fallait poser les choses, ramener du rationnel. Et en clair, les Néerlandais, pour ne pas les citer, ont affirmé que jamais ils accepteront de payer la dette des Italiens ou des Espagnols qui ne savent pas gérer leur argent. Or, on n'est pas du tout dans une approche comme celle-ci, absolument pas. Ce sur quoi, alors peut-être sur les Corona, je vais faire une distinction entre les eurobonds, qui sont issus de la crise financière de 2008 et qui sont finalement la mutualisation de dettes passées. Là, il ne s'agit pas de dire, et c'est aussi ce qui a fait l'objet de négociations ardues au sein du Parlement européen, il ne s'agit pas de dire on va mutualiser des dettes passées, mais au contraire, il s'agit de dire on va mutualiser, on va faire de l'émission de dettes communes pour assurer des investissements communs pour répondre à la crise dans le cadre de cette relance et puis dans les années qui vont suivre. Ça a fait l'objet d'une bataille assez importante à l'échelle du Conseil, mais aussi à l'échelle du Parlement européen. Ça a un peu, il y a une polémique qui s'est fait jour, mais la réalité, c'est quoi? C'est que là encore, on arrive dans un moment inédit où enfin, on accepte, pour revenir aux discussions au Parlement européen, on accepte une idée nouvelle qui était un tabou pour certains. Je suis membre d'un groupe politique et au sein duquel il y a aussi beaucoup de tensions, différentes approches. On est 98 membres, il y a des Espagnols, des Italiens, des Néerlandais, des Danois, des Tchèques, et bien sûr on a une approche différente. Et souvent sur les questions économiques et budgétaires, c'est pas tant l'étiquette politique qui compte, mais c'est plutôt la nationalité qui compte. Et donc quand on discuté à l'échelle du Parlement européen pour trouver une solution innovante pour répondre financièrement et budgétairement à la crise. Bien sûr, il y a des discussions très tendues avec mes collègues de certains États membres, mais on a trouvé une solution de compromis, notamment en les rassurant sur le fait qu'on n'irait pas vers une mutualisation des dettes passées. Une fois qu'on a dit ça, ce qu'on a voté au Parlement européen, et le message très clair qu'on voulait envoyer aux chefs d'État et de gouvernement, c'est un message de solidarité, c'est il faut mutualiser les dettes, il faut que la solidarité européenne se traduise en actes. C'est très bien que la Banque centrale européenne, que la Banque européenne d'investissement, que le mécanisme européen de stabilité aient été mis en œuvre, c'est nécessaire, mais ça ne concerne pas toute la zone euro. Et ensuite, il faut aller au bout de l'intégration européenne en matière de solidarité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut s'engager vers l'émission de dettes communes pour financer des investissements communs. Une fois qu'on a dit ça, il y a 1000 options, il y a 1000 manières de mettre en œuvre les Corona Bonds ou les Recovery Bonds. Ça peut être la simple émission de dettes communes qui permettra d'avoir des taux d'intérêt inférieurs, jusqu'à l'hypothèse la plus intégratrice selon moi et la plus intéressante selon moi et qui doit vraiment avoir et qu'on doit vraiment considérer, l'émission d'une dette
perpétuelle qui seraient remboursées par les ressources propres, c'est-à-dire des nouvelles ressources qu'on donnerait au budget de l'Union européenne. Voilà, on a mis l'option sur la table. Le message qu'on veut faire passer, nous, Parlement européen, aux chefs d'État et de gouvernement, c'est attention, l'émission de dette commune qui permettrait aux États membres seulement, entre guillemets, de bénéficier de taux d'intérêt faibles, ça ne suffit pas. L'Italie, l'Espagne ont déjà de quoi aller chercher des prêts à taux intéressants sur le marché. Il faut aller au-delà, il faut émettre une dette commune et la redistribuer via des subventions, par exemple. Donc ça, c'est tout l'objet des discussions qui vont arriver dans les prochains jours au Parlement et au Conseil. La deuxième question, c'est les implications sur les négociations. On m'a posé la question hier. Le plan de relance, le plan Marshall, tel qu'annoncé par la présidente de la Commission, doit s'appuyer sur deux éléments. Le plan de relance et le cadre financier pluriannuel, donc le budget pour les années 2021-2027. À aucun moment, et nous y serons très vigilants, à aucun moment il ne s'agit de réduire le budget 2021-2027 parce qu'on aura mis en œuvre le plan de relance. Au contraire, le plan de relance, il doit venir répondre à la crise. La crise, et d'ailleurs les chiffres sont tombés aujourd'hui, la Commission évalue à au moins 7 points de perte de PIB en moyenne sur les 27. Donc ça veut dire que le plan de relance, il doit répondre à la crise en magnitude, en ampleur. C'est entre 8, 12, voire 15 points de perte de PIB. Il faut que ce plan de relance, il soit autour de 1000 à 1500 milliards d'euros en plus de ce qui a déjà été mis sur la table. Mais ça ne veut pas dire que ça doit se suffire et au contraire, ça vient en plus du budget européen. Et alors, sans aller trop dans la technique, dans le jargon, dans la bulle, on parle de non-paper, donc c'est des papiers non officiels qui sont diffusés, à dessein ou pas d'ailleurs, sur ce que projette la Commission pour répondre à la crise. Ce qui est sorti est extrêmement préoccupant parce qu'en clair, et si je réponds, si je la fais courte, la Commission va utiliser tout un tas de mécanismes qui peuvent être intéressants pris indépendamment et si utilisés de manière modérée, mais qu'elle multiplierait et qu'elle utiliserait de manière excessive pour faire une politique d'affichage en disant bah voilà, on a mis tant de milliards d'euros sur la table, sauf qu'il y a des effets contre-productifs majeurs, notamment ce qu'on appelle le front-loading, c'est-à-dire pour le budget européen, sur la période 2021-2027, dire on met le paquet sur les 3 premières années, mais avec un risque fondamental, c'est qu'on n'ait plus rien. On n'est plus rien pour financer les années suivantes et que donc on n'ait pas un budget sur la période 2025, 2026, 2027, qu'on n'ait plus un budget digne de la première économie du monde. Donc ça va être un des points d'alerte pour le Parlement européen. Pas d'entourloupe sur la proposition budgétaire et économique. Et donc, sur tous les programmes sur l'éducation, sur InvestEU, etc., on sera extrêmement vigilant à ce qu'il n'y ait pas de coupe. Et je pense aussi à un autre programme, et j'en termine. Certains programmes qui pouvaient être moins glamour ou moins sexy et qui avaient fait l'objet de coupes soit par la Commission, soit par de propositions de coupes par le Conseil, qui reviennent de manière importante. C'est le cas à la faveur de la crise, c'est le cas par exemple sur l'aide alimentaire, le Fonds européen d'aide aux plus démunis par exemple, avec des coupes qui étaient prévues. La position du Parlement européen, c'est de ne pas en faire, ou en tout cas de réduire, de conserver une enveloppe importante. Et ça, c'est peut-être aussi, par exemple, un programme qui va revenir au goût du jour compte tenu de la crise, de la difficulté de la crise qu'on traverse. Bon, difficultés effectivement multiples et puis nécessité d'avoir des parlementaires bien compétents et bien actifs sur les questions budgétaires. En même temps que je vous écoute et avant de rendre la parole à Estelle pour un deuxième bloc, je vois que certains de nos écrivains nous interrogent aussi sur la Banque centrale européenne, enfin sur les éléments de l'actualité. Peut-être pouvez-vous en dire un mot, parce qu'effectivement, là, on parle de commission, de conseil du Parlement. La Banque centrale et la décision qui vient d'être prise par le Conseil constitutionnel de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, sans nous faire des journalistes complets de l'actualité, peut-être voulez-vous ajouter un point d'actualité là-dessus? Est-ce que c'est une épine dans le pied? Est-ce que c'est un problème très sérieux? Alors, dans le message qui est renvoyé, oui, c'est un problème sérieux, parce que on a un problème constitutionnel aussi. Hein. Une Cour constitutionnelle nationale se permet de juger du droit européen. Donc là, on a quand même
oui, un problème de droit et de hiérarchie du droit. Et puis, dans le message qui est renvoyé par les institutions allemandes, ça reste préoccupant, évidemment. Et pour rassurer les marchés, ça n'est pas ni le bon moment, ni le bon message. Néanmoins, et donc oui, il peut y avoir une sorte de schizophrénie de l'Allemagne, qui est à la fois membre de la zone euro, qui ne veut pas de mutualisation de la dette, et qui remet en cause l'indépendance de la Banque centrale européenne. Bon, en tout état de cause, cette décision, elle a été prise. La Cour donne 3 mois à la BCE pour apporter des éléments de précision. La Banque centrale européenne le fera. Il me semble aussi que la décision de la Cour ne concerne pas spécifiquement les mesures d'urgence qui ont été prises. Donc oui, c'est une brèche, c'est un très mauvais signal qui est envoyé, mais moi, je veux rester positive. Je sais que ça n'est pas une fin. Donc, il y aura des déploiements encore et des développements dans les prochaines semaines. On a un vrai sujet sur le rôle de l'euro, bien sûr. Et c'est, là encore, en termes de timing, de calendrier, face à la crise, c'est vraiment un très mauvais signal qui est renvoyé, sans jouer les oiseaux de mauvais augure. C'est vrai qu'on se pose tous la question de l'explosion de la zone euro, on se pose tous la question de la prolongation et du projet européen. Je crois qu'on est très majoritaire, si ce n'est unanime autour de la table aujourd'hui, pour dire qu'on est tous des pro-européens convaincus et qu'on a envie de sortir renforcés de cette crise. Il faudra tirer les enseignements et les conséquences d'un certain nombre de décisions qui sont prises au niveau national. Bon, merci beaucoup. Je vois l'heure qui tourne. Peut-être, Estelle, encore une question sur la question économique et puis on va aller vers l'avenir du projet européen. Tout à fait. Alors, on a une question d'Alice de Vendée qui nous demande si l'Europe serait-elle prête à déclencher un semblant de plan Marshall après la pandémie pour redresser l'économie des pays européens touchés. C'est tout l'objet et d'ailleurs la présidente von der Leyen l'a appelé un plan Marshall de l'économie, c'est tout l'objet des propositions qu'elle va faire dans les prochains jours. Elle devait les faire aujourd'hui d'ailleurs, et puis elle a reporté, donc c'est reporté à fin mai. Un plan Marshall qui serait assis sur 2 outils, comme j'ai dit tout à l'heure, le fonds de relance et le budget européen. Je pense que ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même des éléments positifs. La Commission veut asseoir ce plan de relance sur le budget européen. Le budget européen, c'est l'instrument de solidarité le plus largement admis par tous les États membres au sein de l'Union européenne. Et donc, c'est un bon outil, un bon instrument. L'enjeu pour les prochains jours, c'est nous, en tant que Parlement européen, de continuer à actionner le rapport de force pour qu'on ait un plan Marshall qui soit à la hauteur en termes de masse. Un plan Marshall qui ne soit pas que des prêts. Il peut y avoir un peu de prêts, mais il faut surtout des subventions, des investissements directs. Je voudrais rappeler que le plan Marshall auquel on fait référence était composé à 90% de subventions. Et donc, c'est là tout l'enjeu, c'est comment la solidarité va se traduire à l'échelle de l'Union européenne. Et bien sûr, même d'un point de vue purement basique, et voire même cynique, les Pays-Bas, là encore pour ne pas les citer, ont tout intérêt à ce que la situation économique en Espagne, en Hongrie, en Lituanie, au Portugal soit la meilleure. Parce que les Néerlandais, les Néerlandais, les Allemands par exemple, sont les premiers bénéficiaires du marché intérieur. Donc le plus le marché intérieur fonctionnera bien au sein de l'Union européenne, le plus ce sera dans l'intérêt de ceux qu'on appelle les radins, les frugaux, et c'est tout l'enjeu là encore. Les 2 maîtres mots qui sont sortis du dernier conseil, c'est souveraineté et solidarité, et sur la solidarité, on a encore beaucoup à faire. Bon, effectivement, vous êtes en écho avec ce que disait le commissaire Breton aussi, qui rappelait, je dirais, les fondamentaux du marché intérieur et les pays exportateurs. Je vois qu'on a encore pas mal de questions sur le terrain économique. Je vais tout de même vous en faire une petite dernière sur l'économie, mais pour juste une courte réponse, et après on passe à notre dernier bloc, mais je ne voudrais pas l'oublier parce que ça a été posé par plusieurs personnes, qui est la question de l'association des villes à l'élaboration et la mise en œuvre du plan Marshall. Et je dirais les villes et les régions. Je salue dans nos participants des gens qui sont des décideurs au conseil régional et des décideurs dans les métropoles et dans les villes. Et ce sujet-là, je le connais moi depuis longtemps et c'est toujours un sujet de frustration pour les acteurs locaux et régionaux. Souvent, parfois, de se dire avec les grandes discussions budgétaires,
c'est les États, c'est le Parlement, mais comment vous voyez les choses et aussi quelles sont vos relations éventuellement avec le comité des régions? C'est un vrai sujet quand on est parlementaire et auquel je suis d'autant plus sensible parce que je suis aussi élue locale. Et évidemment, j'ai beaucoup entendu dire aussi, et à raison, je peux le comprendre, hein, des critiques sur le fait qu'on parle de milliards d'euros, mais comment ça se traduit sur le territoire. Moi, en tant que citoyenne mayonnaise, élue locale, bien sûr, je suis extrêmement vigilante et je suis intéressée par savoir comment, une fois qu'on prend la décision, l'argent arrive directement sur les territoires. Et c'est ça l'essentiel. Parce que si on prend la décision, mais qu'une fois qu'elle est prise, on ne sait pas comment ça arrive sur le terrain, ça n'a pas d'intérêt, ça n'a pas d'importance. Néanmoins, la première bataille, c'est débloquer les sommes d'argent. Ensuite, comment on fait pour que par les différents canaux, cet argent arrive le plus vite sur le terrain. La première décision prise par la Commission, l'une des premières décisions prises par la Commission, ça a été de débloquer ou de rendre plus flexible l'utilisation des fonds de cohésion. Donc, les autorités de gestion, départements ou régions, ont pu utiliser les reliquats de FEDER ou de FEADER ou de FSE pour les orienter directement vers des réponses à la crise, l'accompagnement des TPE-PME, la recherche contre le vaccin, etc. Donc oui, les acteurs sur le terrain sont extrêmement importants et c'est le principe même, c'est l'essence même, je crois, de l'architecture de l'Union européenne. Il y a les décisions qui sont prises au niveau européen et puis il y a les déclinaisons nationales et les déclinaisons territoriales. Et évidemment, il y a une relation que je qualifierais de privilégiée entre l'Union européenne et les régions, les acteurs du territoire. Souvent, on dit que les régionalistes sont les plus pro-européens et les plus pro-européens sont les plus régionalistes. Et ça, c'est une réalité sur le terrain. Après, sur le plan Marshall, là encore, je le redis, l'enjeu aujourd'hui, c'est de débloquer suffisamment d'argent. Dans la foulée, qu'est-ce qu'il faudra faire? C'est identifier ce qu'on a déjà pu faire, hein, mais identifier les secteurs sur lesquels il faudra investir et travailler directement avec les acteurs du territoire pour que cet argent soit débloqué le plus tôt possible. Ça arrivera dans les prochaines semaines, une fois que les discussions auront avancé un petit peu. Donc ça, je pense que ce sera plutôt à l'été ou à la rentrée prochaine. Mais c'est un élément extrêmement important, effectivement. Bon courage et puis aussi bonne coopération avec le comité des régions puisqu'on a la chance d'avoir plusieurs élus en Pays de la Loire qui sont actifs au comité des régions. Et puis je vois le temps qui passe et je ne résiste pas au plaisir de passer à notre dernier bloc parce qu'un certain nombre de questions n'étaient pas centrées uniquement sur le sanitaire ou sur l'économique, mais étaient, je dirais, des interrogations un petit peu globales sur l'avenir du projet européen.